Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi sous le soleil du midi en rêvant d'une autre lumière, celle de scène où c'est seulement votre notoriété qui a grandi. Votre nouvel album évoque une vie moderne que vous jugez parfois vulgaire et qui ne ressemble absolument pas à vos chansons. Bonjour, chère Grande Sophie. Bonjour. On vous avait reçu il y a quelques temps, mais tout au début des Clés d'une vie. Oui. Puis vous avez fait du chemin encore, comme chaque année. Nous aussi, à Sud Radio, avec notre chaîne YouTube. Donc on va évoquer de votre vie à travers des dates clés. J'ai trouvé des choses très différentes de la première fois pour qu'on puisse vraiment vous connaître un peu mieux. Et puis on parlera de votre nouvel album tout à l'heure, La vie moderne, qui est une ode à la vie d'hier et peut-être d'avant-hier. On va en parler. Et du futur aussi. Et du futur. Alors, la première date que j'ai trouvée, chère Grande Sophie, c'est le 12 juillet 1996. Je crois que c'est votre première grande scène, c'est les Francopholies de La Rochelle. Oui. C'était un soir important. Ah oui. C'était vraiment un souvenir mémorable parce que j'avais fait Pollen, l'émission. Alors, attendez, je retrouve tous les noms là. Vous me faites faire un retour en arrière. Et c'était Aidez-moi. Il y avait Jean-Louis Foulquier. Voilà, Jean-Louis Foulquier, très important pour moi parce que ça a été. En fait, j'ai fait son émission Pollen et tout de suite après avoir chanté, il m'a dit tu seras au Franco. Et je m'y attendais pas en fait. Vous savez, c'était une époque aussi lointaine, j'ai envie de dire, où les gens avaient de véritables coups de cœur. Et il n'y avait pas d'hésitation, on regardait pas, il n'y avait pas encore tous ces algorithmes vraiment. Donc c'était vraiment le choix d'un programmateur et d'un mélomane aussi. Voilà, et ces Francopholies, ça a été votre première grande scène devant un large public. Oui. Alors moi, aux Francopholies, j'ai fait un peu tous les lieux. J'ai fait la salle bleue, qui est toute petite. J'ai ensuite fait le théâtre. Et puis, j'ai aussi fait la grande scène avec une harmonie. On va en parler tout à l'heure. Oui. Il se trouve que cette année-là, il y avait Francis Cabrel, il y avait Johnny avec vous. Il y avait une polémique au cours de NTM qui était là et personne ne voulait de NTM, qui était un groupe à l'époque sulfureux. Ça a bien changé depuis. Ah oui, carrément, mais je me souvenais plus de tout ça, vous voyez, parce que c'est vrai que maintenant, la nouvelle chanson française, c'est le rap. Exactement, c'est autre chose. Alors, l'année suivante, après ces Francopholies, c'est votre premier album autoproduit, avec notamment cette chanson. Dans ton automobile, mets-la en route et puis on file vers l'Angleterre. On s'en va voir la mer. Monte avec moi sur le ferryboat et regarde devant, c'est la côte en Ferryboat, c'est votre première chanson du premier album. Elle existe aussi sur cassette, Oui. d'ailleurs. En fait, c'était vraiment le son que j'avais sur scène à l'époque. Ça me fait très étrange, d'ailleurs, de réécouter ça aujourd'hui. C'est beaucoup de souvenirs dans ces petits lieux, dans ces caves, dans ces squats, dans des lieux à l'époque qui étaient très enfumés d'ailleurs, puisque c'était encore, on avait encore le droit de fumer et je raconte ça sur scène d'ailleurs. Je me disais je vais crever et puis vous voyez, je suis toujours là. Et heureusement. Il faut savoir que ferryboat, c'est un problème d'écriture puisque en français, on met un trait d'union et en anglais, on l'écrit en un seul mot. Ça a dû être un problème pour votre album. Ah, alors là, vous soulevez un thème. Il faudrait que je m'y replonge. Mais oui, ça fait 25 ans, tout ça. Vous savez, moi, j'écrivais des chansons à l'énergie, spontanément. Maintenant, je suis beaucoup plus réfléchie quand j'écris une chanson. Donc, il y a peut-être plein de petites erreurs qui sont parmi ces chansons. Celle-là est admise parce qu'il y a beaucoup d'autres fautes de français à côté, beaucoup plus graves. Alors, votre amour de la musique, ça a débuté, je crois, à Port-de-Bouc, où vous êtes arrivée à l'âge de 2 ans, Sophie. Oui, je suis arrivée. Mes parents, en fait, ne sont pas du sud de la France. Mon père est des Charentes-Maritimes et ma mère de la Nièvre, mais il se trouve que mon père a travaillé à ArcelorMittal dans l'est de la France et dès qu'il y a eu la possibilité de bouger dans le sud, il rêvait de la mer. Donc on a vécu au bord de cette mer Méditerranée à Port-de-Bouc où avec mon frère très vite on s'est emparé du garage et on a monté un groupe avec notre voisin Fabrice. Voilà, il faut savoir que Port-de-Bouc au départ, l'aménagement du port, ça a été décidé par Napoléon Bonaparte en 1805 par un décret impérial. Les travaux n'ont pas été achevés et Alexandre Dumas, qui a visité le site en 1834, a trouvé que 3 maisons, dont 2 étaient fermées faute de locataires. Et la 3e en auberge. Vous voyez, c'était tout petit Port-de-Bouc à l'époque. Oui, je pense, oui. Mais il y a eu beaucoup de passages.
Ceci dit, maintenant, je viendrai vous voir si j'ai besoin d'infos pour Port de Bouc. Je tape à votre porte. Merci, n'hésitez pas. Alors, on sait que votre premier choc, ça a été Peau d'âne, Oui. quand on l'a vu à la télévision. Mais il passait tous les Noëls. Quand, vous savez, avant, il y avait 3 chaînes et tous les Noëls, il y avait Peau d'âne. Donc moi, j'étais fascinée par cette comédie musicale, par ses décors, par ses couleurs, par Catherine Deneuve, par ce qu'avait fait de ce conte Jacques Demy. Voilà. Et il avait engagé Jean Marais en souvenir Oui. de Jean Cocteau et de La Belle et la Bête. Symboliquement, il trouvait qu'il avait sa place dans ce film. Ah s'il l'avait embauché, oui, je connais pas toute l'histoire. Vous savez, moi j'étais une petite fille à l'époque qui s'est laissée bercer par l'émerveillement. Oui, il y avait aussi Goldorak, car vous êtes de la génération Ah oui. Goldorak, Sophie. Goldorak, Candy, oui, tous ces premiers dessins animés japonais. C'est vrai que ça fait partie de ma culture. J'avais une culture très télévision. Heureusement que les Beaux-Arts, par la suite, m'ont permis d'élargir ma culture. Alors, il y a quand même la musique, parce que je crois que la musique, Sophie, vous avez commencé à 9 ans, la guitare. Oui. Alors, j'ai fait 2 années de conservatoire. J'ai commencé à 7 ans à faire une année juste de solfège. Et puis ensuite, il a fallu choisir un instrument. J'aurais pris le piano, mais mes parents m'ont incité à prendre la guitare parce que il n'y avait pas la place déjà pour un piano à la maison. Et puis, c'était beaucoup plus cher qu'une guitare. Mais très vite... je suis sortie du conservatoire en fait parce que ça ne me correspondait pas et puis je cherchais à jouer les chansons qui me plaisaient à la radio et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer Il est libre Max, Hervé Christiani, les Rolling Stones, I Can Get No, tout ce qui était un petit peu facile à jouer et j'ai commencé à composer dès l'âge de 12 ans. Voilà. Il faut savoir, Libre Max, un jour, Hervé Christiani m'a raconté que son neveu avait un commentaire, une réaction à faire sur Il est libre Max, l'origine. Donc Hervé Christiani lui a bien sûr fait son texte. Il a eu 4 sur 20 avec le professeur qui dit qu'il n'a rien compris à l'idée de l'auteur. C'était assez drôle. Oui, ça c'est devenu un tube, c'était un tube à C'est un l'époque. immense succès. Ouais, Puis, ouais. et c'est quand même lui qui l'a écrite, donc ça a été étudié dans les écoles. Alors, pourquoi la musique au départ ? Pourquoi la musique ? Je pense que déjà, il y avait une batterie à la maison. Mon père avait un groupe avec son frère quand il était adolescent. Son frère jouait de la guitare, mais les parents les ont plutôt poussés à autre chose. Et chez moi, il y a toujours eu cette batterie. Mon frère s'en est emparé. Et très vite, il y a eu un groupe qui s'est créé. Moi, j'ai pris la guitare. En fait, c'était une manière d'occuper notre temps aussi. Puis ça me faisait rêver. Alors que chez moi, c'était plutôt... mes parents étaient très militants, les manifs, les banderoles. Moi, je rêvais de paillettes. Dès que je voyais, quand j'ai vu les Rita Mitsuko apparaître à la télé, je trouvais ça merveilleux. Donc, ça a été comme ça j'ai eu plein d'exemples que j'ai eu envie de suivre, mais j'ai eu envie de suivre surtout les voix féminines. Bien sûr. Et en même temps, votre groupe, et c'est peut-être la différence avec la famille pour qu'elle n'entre pas, s'appelait Entrée interdite. Oui, parce que ma mère était infirmière et elle avait son cabinet. Et pour ne pas que les gens se trompent et aillent dans le garage, il y avait ce panneau Entrée interdite qui donnait sur le garage. Donc on n'a pas trop réfléchi. Vous voyez, encore une fois, on faisait les choses spontanément. On s'est dit, il y a marqué Entrée interdite sur la porte. Ça va être le nom de notre groupe. Ah, voilà. On avait 13 ans. Alors ensuite, il y a les Beaux-Arts à Marseille que vous faites pendant 2 ans. Et c'est vrai qu'au départ, la sculpture vous attirait. Oui, je pense que j'aurais poursuivi dans la sculpture. Oui, c'était. Alors j'ai fait 2 ans d'année commune où on a un petit peu tout essayé, la photo, le dessin, la peinture et la sculpture. Je sais pas, il y avait quelque chose qui était assez physique d'ailleurs. Donc, vous voyez, je n'ai pas spécialement continué. En revanche, j'ai repris la photo. Voilà. Et la photo a continué. Et puis la chanson, vous êtes venu à Paris en disant, il n'y a qu'à Paris que je peux vivre ma passion. Bien, oui, c'était... pour rester dans un cadre, j'avais repéré une école qui s'appelait le Studio des Variétés. Oui. Pour rassurer mes parents, j'avais passé l'audition. Et il se trouve que je l'ai eu. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au Studio des Variétés à Paris, j'avais à peine 20 ans. Et j'ai rencontré d'autres personnes, donc Larika, qui voulaient faire la même chose que moi. Donc très vite, on a voulu écrire une comédie musicale. On a monté une association qui s'appelait Ramona Lulu et on a écrit le spectacle La Marée d'Inox. Donc c'était des années assez joviales et où on se cherchait tous aussi. Vous aviez inventé la kitchen music.
Oui, parce que moi, parallèlement, je m'essayais dans les petits lieux, donc je voulais définir un style parce que je ne voulais pas qu'on me mette dans une boîte. Et souvent, vous savez, quand vous commencez la musique, on a tendance à vous cataloguer et vous n'arrivez plus à en sortir. Et moi, j'avais envie de picorer un petit peu à droite à gauche et faire la musique qui me ressemblait au fur et à mesure des années. Donc, j'ai employé ce terme, oui. Et ce terme n'existait pas, vous l'avez inventé, il est resté. Il est resté parce que j'avais donné une définition proche du dictionnaire où, oh, alors là, vous me faites encore une fois, il faut que je secoue ma mémoire. Mais voilà, c'était faire de la musique proche du quotidien avec ce qui m'entourait. Donc j'utilisais des petits jouets, je mettais un petit peu, voilà, j'expérimentais les sons. Voilà, et c'est comme ça que cette chaîne musique vous a permis de trouver un premier public finalement. Ah oui, parce que dans les lieux où je jouais, beaucoup de gens, en fait, c'était pas des lieux conçus pour la musique, mais les gens venaient boire un verre et quand moi je mettais en scène un petit peu mes spectacles, j'avais une introduction, je prenais les gens en photo, ça créait un décor, je créais des rideaux de photos, donc tout ça se passait dans ces lieux et les gens, quand les gens vous écoutent dans ces lieux-là et qu'ils se taisent, vous vous dites ah, il est en train de se passer quelque chose. Il s'est passé d'autres choses, on en parle avec une autre date, le 12 juillet 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec la Grande Sophie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité la Grande Sophie, avec ce nouvel album dont on va parler dans quelques instants. Et puis, une date importante aussi dans votre vie, c'est une date qui est le 12 juillet 2007. À chaque fois, je vous dis, qu'est-ce qui va me sortir comme date ? Cette date, elle est liée à une chanson que vous avez interprétée ce jour-là à La Rochelle, encore une fois. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain, ce jour-là, vous participez à une conférence chantée sur Barbara à La Rochelle. Oui, c'est vrai que je m'en souviens très bien parce que la journaliste, c'était Valérie Lehoux, elle faisait cette conférence chantée, elle m'appelle, elle m'envoie un message, elle me dit écoute, voilà, je vais faire cette conférence, j'ai pensé à toi, je veux que ce soit toi qui interprète Barbara. Waouh. Je lui dis attends, là, franchement, je peux pas te donner une réponse tout de suite. J'ai besoin je sais pas, c'est trop énorme. Barbara, elle est trop iconique. Donc, j'ai pris mon temps, je me suis penchée sur le répertoire de Barbara et finalement, j'ai trouvé ma place avec ma guitare et j'avais choisi 6 chansons et celle-ci, vous voyez, est restée. Oui, parce que vous la jouez. Elle est restée sur mon album Des vagues et des ruisseaux. Oui. Je suis rentrée en studio quelques mois après et j'y tenais. C'est une chanson d'amour qui est dédiée à un ambassadeur avec qui Barbara avait une histoire. Il est parti, mais il n'est jamais revenu, donc ça a été dit quand reviendras-tu. C'est ça l'histoire. Alors c'est vrai qu'il y a un point commun entre vous et Barbara, Grande Sophie, c'est votre liberté dans l'amour de la musique. J'essaie bien sûr de rester libre le plus. Oui, ça c'est en fait. Je crois que c'est quelque chose que m'ont inculqué mes parents depuis l'enfance, une indépendance et faire aussi mener ma vie comme je l'entends, mener mes chansons aussi comme je les entends. Et Barbara, d'ailleurs, elle a commencé un peu plus tôt que vous le piano, à 6 ans. Elle faisait semblant de tapoter dessus. Et elle organisait des spectacles en famille pour ses cousins, ses cousines, qui étaient des gens de cirque. C'est assez étonnant. Alors, il y a Barbara, et puis 2 jours plus tard, le 14 juillet, c'est un spectacle avec 60 musiciens que vous avez repris au Débeauté, je crois. C'était à l'harmonie de l'île Five, pardon. C'est un quartier de Lille, et oui, ce sont les Francopholies qui m'ont contacté et qui m'ont dit bon ben voilà, est-ce que tu es prête à relever ce challenge ? Tu as 3 semaines, maximum 1 mois pour être prête avec l'harmonie. Et c'est Arnaud Voilà, c'est Arnaud qui devait le faire et puis finalement il s'est désisté. Et donc j'ai dit bon allez, ok, on y va. C'est vrai que c'était le fait d'avoir derrière soi 60 personnes, c'est hyper motivant. Et donc je me suis rendue à Lille tous les lundis soirs, je me souviens, je voyageais de nuit parce que vous savez, les gens d'une harmonie travaillent, ce sont pas forcément des professionnels. Donc j'attendais qu'ils finissent leur travail et je les rejoignais et on travaillait ensemble. Donc eux avaient de très longues journées et moi j'avais de très longues nuits pour rentrer. Ouais, exactement. Mais c'était très émouvant parce que c'était une très belle rencontre. Et puis le fait de jouer sur la grande scène aussi. Moi j'ai vu des gens de l'harmonie extrêmement heureux et ils en pleuraient aussi de joie.
Mais voilà, mais il y a des chœurs comme ça qui se font notamment à Troyes chaque année, où il y a 800 personnes qui sont des amateurs, qui viennent de toute la France et qui font ça pour le plaisir. Oui, oui. Et c'est la vraie musique. Alors, il y a un problème quand même à l'époque, Grande Sophie, c'est que vous êtes inclassable. Certains disent que vous êtes rock, d'autres disent que vous êtes mélo, enfin tout y passe. Eh bien, je n'ai pas changé. Voilà. Voilà. Je crois que oui, je n'ai pas changé. Vous voyez, là, sur mon nouvel album, il y a des morceaux beaucoup plus folk, je pars un petit peu parfois dans le rock, et puis il y a des morceaux très chansons. Je crois que c'est vraiment la musique aussi que j'ai écoutée, que encore une fois, je n'ai pas envie d'être figée dans un style, et ça fait du bien aussi de parcourir des émotions à travers différents styles. Exactement. Et le style que vous avez à l'époque, il est lié à une chanson. Mais la question que je me pose, sans ce je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Du courage, c'est vrai que c'est une chanson qui vous correspond. Toujours. J'aime la chanter différemment parce que cet arrangement, pour moi, il est un petit peu passé. Donc, je réarrange au goût de 2023, au goût de mes nouveaux sons. Mais cette chanson, les gens la connaissent encore. Oui, elle vous a permis de remporter une victoire de la musique. Oui, ça c'était la Révélation Scène en 2000, aidez-moi encore, 2005. 2005. Et ça a été un moment d'émotion d'avoir ce prix? C'était assez incroyable parce que moi je travaillais Révélation Scène, j'étais avec une association qui me faisait tourner. Donc ça saluait toute cette énergie qu'on peut trouver dans les associations et je ne m'y attendais absolument pas. Donc si bien que quand, je me souviens, c'était Nagui qui a prononcé mon nom, je me suis retournée voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre derrière moi qui portait le même nom que moi. Non, parce qu'il a dit c'est Marseille qui gagne. Oui. Et voilà, c'était... Oui, c'est important parce que c'est un gros coup de projecteur et puis ça a élargi mon public considérablement. Oui, et puis en plus, quand vous chantez du courage, c'est qu'il en a fallu parce que les maisons de disques au départ ne voulaient pas de vous. Bien, elles ont attendu, je pense, la vague. Ceux qui ont ouvert ce chemin ont été les Louise Attaque, qui venaient de la scène. Et à partir du moment où Louise Attaque a émergé, on a regardé un petit peu qui y avait sur les scènes françaises, un petit peu dans les mêmes réseaux. Et il se trouve que j'en faisais partie. Donc voilà, après, ce sont des rencontres qu'on fait. Oui, parce que les premiers concerts que vous avez donnés, vous aviez une guitare et une pédale d'effet, point barre. J'avais une guitare et une pédale, une grosse caisse, vous savez, de batterie pour battre le rythme. Et je me trimballais avec ça dans le métro, dans des endroits pas possibles, dans des très petits lieux parfois, où j'avais même pas la place de tenir ma guitare normalement. Et en même temps, petit à petit, les maisons de disques ont trouvé que finalement, vous avez du talent, mais en même temps, est-ce qu'on a voulu vous imposer certaines choses ou est-ce que vous avez continué dans votre liberté totale? J'ai pu garder ma liberté, oui, parce que j'avais un parcours. Et j'étais assez déterminée aussi. J'écrivais mes chansons, donc je proposais beaucoup. Et très honnêtement, j'ai pas, non, on ne m'a rien imposé. Ou alors quand on a voulu le faire parfois plus tard, vous savez, je crois que le dialogue, c'est très important. Pour réorienter les choses, j'ai toujours discuté avec les gens pour que ça se passe comme je l'entends. Puis vous êtes grande, ça aide à faire comprendre ces... Non, mais je crois que c'est la parole par-dessus tout. Il faut discuter et puis et affirmer ses choix. Il y a une autre chanson aussi qui a compté pour vous, c'est Martin. Martin, oui. Ouais, c'est mon premier passage radio. Oui. Il était sur mon deuxième album, Le Porte-Bonheur, et j'étais chez Epic à l'époque. Et voilà, c'est vrai que la maison de disques j'ai pu passer à la radio. Et quand on s'écoute pour la première fois à la radio? Ah, ça fait toujours très bizarre. Oui, c'était étrange. Je sais pas comment le définir. On appelle ses amis. Oui. Et on s'habitue très vite. C'est une chanson où on évoquait les lignes de la main. Oui, j'aime bien cette expression, tes lignes de ta main. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé qui était Martin.
Oui. Mais j'aimais bien ce prénom et en fait j'ai inventé une histoire autour de ce personnage. Mais ce qui était drôle à l'époque, c'est que quand je jouais cette chanson, j'avais beaucoup de Martin qui venaient se présenter à moi et par la suite j'ai même rencontré des familles qui m'ont dit c'est grâce à votre chanson qu'on a appelé notre fils Martin. C'est drôle ça. Et les lignes de la main, ça vous intéressait ou non? Ça m'effraie moi ce genre de choses. Je regarde pour m'amuser mais je veux pas savoir en vrai. Et ça correspond à quelque chose de très précis et de très lointain, puisqu'Alexandre le Grand s'en servait des lignes de la main pour recruter ses soldats. Et on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais en revanche, on n'a jamais vu les lignes de la main d'Alexandre le Grand, alors qu'il s'en occupait absolument pour ses soldats. Ça veut dire qu'il savait lire les lignes de la main? Exactement. D'accord. C'est assez étonnant. Alors finalement, ce début de parcours, est-ce que ça vous donne l'espoir d'aller plus loin, de continuer, ou est-ce qu'il y a des moments difficiles déjà? Cette époque-là? Oui. Non. En fait, tout s'est passé de façon très fluide et à chaque fois, c'était pas des étapes difficiles, c'était tout progresser naturellement. Donc, je trouvais ça génial. Mais en même temps, depuis le début, vous saviez que le chemin serait long, ou vous en avez pris conscience petit à petit? Le chemin serait long dans quel sens, vous voulez dire? Pour arriver à faire des disques, à faire de la scène, à devenir ce que vous êtes. Au départ, ça a été compliqué de trouver une maison de disques. Et puis après, j'ai suivi mon chemin. Ça s'est fait. Et là, je suis toujours actuellement dans une maison de disques et la scène continue aussi. Oui, et il y a eu d'autres moments de bonheur. On en parle avec une autre date, le 17 novembre 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec la Grande Sophie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, la Grande Sophie. Un grand album qui sort, La vie moderne, on en parlera tout à l'heure. Et là, c'est une date importante aussi, le 17 novembre 2009. Si mes renseignements sont exacts, c'est une soirée à l'Olympia où vous recevez un disque d'or. Alors, 2009, ça doit correspondre... J'en ai eu 4 de disques d'or. Mais ça correspond à cette chanson, écoutez. J'en ai versé des larmes et des larmes et des larmes et des larmes et des sanglots qui faisaient des vagues, des vagues, des vagues, des vagues et des ruisseaux. La mer, à perte de vue de l'eau. Donc ça correspond à cet album. Des vagues et des ruisseaux. Ouais. Et c'est le premier disque d'or. Et il y a l'Olympia qui est déjà un événement et ce disque d'or qui arrive. Non, il y en avait eu d'autres puisqu'il y en avait eu un sur Et si c'était moi avec Du courage. Celui-ci est plus 2009, c'était après. Et mais c'est à l'Olympia, ce qui est différent. Vous le recevez à l'Olympia. Alors, non, j'ai jamais reçu de disque d'or sur scène. Non. En coulisses. Ouais, je me souviens d'un zénith comme ça où j'avais eu après, on m'avait offert le disque d'or sur la suite aussi. Mais oui, ça fait très plaisir. Ça veut dire que beaucoup de gens ont eu envie de l'avoir et de l'écouter. On les collectionne, les disques d'or, on les garde parce que certains artistes s'en moquent. Vous êtes tout du genre à les conserver. Oui, ils sont éparpillés. J'ai une pièce qui s'appelle Mon perchoir. Oui. Ils sont cachés un petit peu partout. Alors, ces moments de bonheur, vous avez bien gagné, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et je crois qu'un duo avec Lee Hazlewood a été aussi un grand moment. Oui, c'était extraordinaire parce que j'avais repris sur mon deuxième album These Boots Are Made for Walking, et puis c'est un journaliste, Eric Chemouni, qui a parlé de moi à l'éditrice de Lee Hazlewood, qui voulait faire des duos dans le monde entier avec des chanteuses. Et donc, j'ai été contactée et on s'est rencontrés. Mais alors, ça s'est fait de façon très rapide puisqu'on me dit, viens à son anniversaire en banlieue. Il est en France. Donc, j'ai débarqué un jour d'anniversaire pour voir Lee Hazlewood, celui que j'avais tant écouté, crooner que j'adorais et qui avait écrit des chansons aussi pour Nancy Sinatra. Et on s'est retrouvés, il m'a regardé au début, je me souviens très bien de notre première connexion, on va dire, puisqu'il me regardait au loin arriver et je me disais, oh là là, il a pas l'air très sympathique, et tout de suite, il a voulu savoir pourquoi je m'appelais la Grande Sophie. Oui. Il pensait que c'était prétentieux, tout ça, et j'ai dit, mais non, j'étais la plus grande de ma rue, quoi. Et puis à l'école, vous étiez la plus grande sur les photos. Voilà, et il a éclaté de rire. Et puis il m'a tapé sur l'épaule et on est allé manger des hamburgers, on a fêté son anniversaire et il m'a dit on se retrouve en studio. Et voilà. Et cette chanson, c'est une chanson qui a fait le tour du monde, qu'il avait écrit pour Nancy Sinatra, sa complice, la fille de Frank Sinatra. On va vous écouter dans cette chanson. Cette
chanson est un classique que vous reprenez sur scène aussi de temps en temps. Je l'ai reprise pas mal. Et puis, alors, ce n'est pas le duo qu'on a fait avec lui, Non, non. c'était une autre. Mais c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à cette reprise que j'ai pu le rencontrer. Et ça, je l'avais. Je crois que j'aurais pas pu l'imaginer. Cette chanson a marqué votre adolescence? Ça. Plus tard, quand j'ai connu les compositions de Lee Hazlewood, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Des roses rouges sur un de mes albums, sur mon deuxième album aussi, en pensant aux ballades qu'écrivait Lee Hazlewood. Ça m'avait beaucoup inspiré. Voilà. Et il se trouve que cette chanson, en fait, elle date des années 60. Et en France, il y a une jeune chanteuse à l'époque, Aileen. Oui, qui a créé... c'est son éditrice. C'est ça. Et c'est justement devenu l'éditrice des chansons. Et je crois qu'elle travaille toujours comme éditrice. Et elle a eu un succès, autant des yéyés, autant de Salut les copains avec cette chanson. Et puis, il y a une autre star, mais anglaise, qui fait partie de votre panthéon, chère grande Sophie. Ringo Starr. Alors, pourquoi Ringo Starr? Pourquoi faire une chanson? En plus, vous lui lancez un défi. Oui, c'était un petit clin d'œil parce que les Beatles, c'était ce que mon père écoutait à la maison. Et puis, comme mon père était batteur, il avait cette batterie et était là. Mon frère s'en est emparé. C'était un petit clin d'œil par rapport à cette famille qui avait utilisé cet instrument. Et ça m'amusait, oui, de le défier comme ça. Il se trouve qu'un jour, il y a eu chez Ringo Starr la visite de Charlie Watts des Rolling Stones et de John Bonham de Led Zeppelin. Ils sont mis dans le grenier et ils ont fait tous les trois un concert de batterie qui, hélas, n'a jamais été filmé. Dommage. C'est dommage. Alors, il y a aussi une chose pendant toutes ces années, c'est que vous épurez votre style petit à petit. J'essaie, c'est pas facile d'épurer parce que vous savez, on est toujours tenté de rajouter quand on enregistre, surtout avec les ordinateurs, c'est très simple d'ouvrir une nouvelle piste. Mais moi, j'essaie de faire un petit peu d'élaguer et de garder le principal. Oui, mais en même temps, à vos débuts, vous aviez une simple guitare, vous n'aviez pas besoin d'épurer. Oui, c'est vrai que j'aime bien pouvoir jouer mes chansons guitare-voix, qu'elles tiennent debout comme ça. Et en même temps, il faut convaincre les ingénieurs du son qui veulent toujours en rajouter, non? Alors, pas forcément les ingénieurs du son, ça dépend avec qui on travaille, si on travaille avec des arrangeurs. Moi, avec le temps, l'expérience, j'ai appris à arranger ma musique. C'est ce qu'on retrouve sur mon dernier album. C'est moi qui ai fait tous les arrangements, sauf la dernière chanson, qui est arrangée par Yann Gazi, qui a été mon co-réalisateur, qui a travaillé avec moi en studio. Mais les arrangements, ça s'apprend. Vous n'avez pas fait d'école, bon, vous avez fait les Beaux-Arts, ça n'a rien à voir avec une école de comédie musicale ou de chanson. Non, maintenant, il y a, vous savez, ces nouveaux outils. On travaille beaucoup dans les studios avec des Pro Tools. Ce sont des programmes qu'on utilise pour la musique avec un ordinateur. En fait, moi, ça m'a permis d'être indépendante. Parce qu'au début, j'avais pas, comme j'étais autodidacte, j'avais pas forcément les bons mots pour m'adresser aux musiciens. Mais grâce à la musique assistée par ordinateur, j'ai pu faire mes maquettes et j'ai pu dire voilà, c'est ce que je veux. Et ça a été très précieux pour moi, tout ça. Et en dehors, justement, des arrangements, vous remettre en question, c'est presque un défi permanent. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois... ça fait partie de mon chemin. J'aime amener une nouvelle couleur, une nouvelle facette, me dire, comme un jeu en fait, me dire tiens, où on va aller cette fois. La musique, faut que ça reste ludique avec moi. À chaque fois que je commence un nouvel album, je m'achète un petit gris-gris, un petit... ça peut être un objet, ça peut être un instrument, quelque chose de nouveau qui va m'inspirer. Pour ce nouvel album, La vie moderne, ça a été quoi comme objet? J'ai acheté un espèce de 4 pistes, mais sans fil. Vous savez, on n'en peut plus des fils qui passent dans tous les sens. Et lui, on le pose, on met un casque sur ses oreilles, on le connecte à notre téléphone portable, et puis il y a plein d'effets, et on a l'impression de jouer à Bercy. Donc je le posais dans toutes les pièces de ma maison, et c'est comme ça que les chansons sont nées. Voilà. En même temps, cette remise en question, pour vous, c'est aussi un renouvellement artistique permanent, un besoin. Oui, c'est un besoin aussi... Quelque part, je me dis, tiens, jusqu'où tu peux aller? Là, le fait de faire mes arrangements, je l'avais déjà fait sur des musiques de téléfilms, puisque j'ai composé 6 musiques de téléfilms, dont
dans une série qui s'appelle Disparition inquiétante. Et je travaille toute seule. J'aime bien être dans mon cocon. Donc là, sur cet album, j'ai privilégié ce côté-là. Je me suis dit, je l'ai fait pour des musiques de téléfilm. Maintenant, tu vas le faire sur tes albums. Voilà. Et se remettre en question, ça a été aussi le cas de quelqu'un que vous avez chanté en hommage à son talent. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Cette chanson, Nino Ferrer, a été un grand succès. Pourquoi l'avoir reprise, Grande Sophie? Elle m'a toujours interpellée. Et puis c'était une compilation, personne l'avait choisie. Je me suis dit, moi je veux celle-ci. Nino Ferrer, en plus, il s'est jamais remis du succès de ses premières chansons, Mirza notamment, qui était d'ailleurs le nom du chien de ses parents. Et il en était tellement traumatisé que ces véritables chansons qu'il enregistrait dans son studio, personne n'en voulait. Et ça l'a conduit à une déprime. Et c'est vrai que c'est très dur quand on a un talent comme lui, quand on a envie de faire des musiques importantes, de n'être reconnu qu'à travers Mirza. Oui, je sais que c'est compliqué parce que beaucoup, les gens restent parfois bloqués sur un succès, mais il faut pas s'arrêter là, en fait. Voilà. Et Nino Ferrer, pour vous, c'est un petit peu toutes les chansons de son répertoire. C'est pas seulement Mirza, c'est vraiment des chansons comme ça, ou le Sud. Oui, il y a le Sud et il y a aussi la chanson Non, rappelez-moi le titre. Je m'en souviens La pas. Rua Madureira. Elle est très belle, celle-ci. Elle est très belle. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. Oui, elle est très belle. Elle est très belle. Et oui, et c'est un artiste qui, hélas, n'a pas été au bout de son parcours. Et puis il y a une autre chanson qui a surpris le public, c'est celle-ci. Je ne suis pas, non, je ne suis pas Maya Yudina. De faire toujours la première, à garder la foi. J'entends taper les marteaux aux accents résistants grâce à son piano. Alors Maria Yudina, peu de gens connaissaient sa vie et vous l'avez mis en lumière, Grande Sophie. Oui, c'est vrai que j'ai découvert ce personnage un petit peu par hasard, mais qui m'a beaucoup impressionnée puisque c'était une pianiste virtuose sous Staline. Et ironie du sort, c'était la pianiste favorite de Staline alors qu'elle se battait contre toutes ses idées. Et je pense c'était une résistante en fait, avec son piano et sa force de caractère. C'est peut-être aussi le fait qu'elle soit la pianiste favorite de Staline, c'est peut-être ça qui lui a sauvé la vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une grande dame, oui, qui se battre avec des notes et avec ce tempérament-là. C'était à l'époque, je crois qu'on n'imagine pas ce que ça devait être. Comment l'avez-vous découverte? Eh bien, j'avais un ami qui écoutait les variations de Gould. Non, pas de Gould, pardon. Je mélange tout là. On va reprendre la phrase. Ouais, attendez. Bref, je reprends. C'est pas les variations de Gould, On y va. Ok. J'avais un ami qui l'écoutait et je trouvais qu'il y avait du tempérament dans son jeu au piano. Donc j'ai dit, tu écoutes qui? Et il m'a dit, c'est Maria Yudina, tu connais? Et comme moi, j'étais en train d'essayer d'écrire une chanson dans l'autre pièce, je lui ai répondu spontanément, j'étais en train de sécher, je lui ai dit non, je ne suis pas Maria Yudina parce que je ne savais pas jouer de piano. Et ça a été ma manière de lui répondre avec la petite mélodie. Et puis après, je suis allée un petit peu gratter, mais qui est cette personne? Tout de suite après, je suis allée sur mon ordinateur et j'ai découvert son histoire incroyable. Oui, en plus, un soir, Staline écoute à la radio Maria Yudina dans le début du concerto numéro 23 de Mozart. Il demande qu'on lui procure l'enregistrement. Il n'y en a pas, c'est un direct. Et dans la nuit, il a fait venir un orchestre en studio. Elle est venue enregistrer. Et il paraît que Staline a pleuré en écoutant ce morceau. Oui, alors tout ça est dit avec des bémols. On ne sait pas si c'est une légende ou si c'est la vérité. On dit aussi qu'elle aurait reçu une somme d'argent qu'elle aurait redonnée au peuple. Donc il y a plein d'histoires qui circulent. Et à chaque fois, pour trouver une chanson, c'est un déclic? Comment ça se passe?
Oh, pour trouver une chanson, il n'y a pas vraiment de recette. Il y a des chansons, vous savez, sur mon dernier album, il y a une chanson que j'ai mis 10 ans à écrire, et puis il y en a d'autres qui arrivent en 20 minutes ou en 2 heures. Ça dépend de l'exigence aussi. Des fois, on n'arrive pas à débloquer un refrain. Ça, c'est par exemple la chanson que j'ai mis 10 ans à écrire, elle s'appelle Les au revoir. Je ne trouvais pas mon refrain, alors que j'avais tous mes couplets et j'aimais cette chanson. Chaque fois que je voulais écrire un album, je m'y remettais, mais ça n'arrivait pas. Et là, je peux vous dire que j'ai appelé tous ceux qui avaient travaillé avec moi. Ça y est, j'ai mon refrain, et j'étais très heureuse. Mais il n'y a pas de règles, il y a des choses qu'on a envie de dire, et puis comment on va les dire. Il y a des angles à trouver. Quand on écrit une chanson, je crois que ça c'est important. L'angle à trouver, le jeu des mots aussi compte beaucoup. Et l'exigence. Aznavour disait toujours, je ne enregistre jamais une chanson tant que je n'ai plus un mot à ajouter. Oui, alors justement, quand vous me parliez tout à l'heure, je disais que j'étais plus exigeante qu'à mes débuts. Parce que à mes débuts, je laissais parler la spontanéité. Et maintenant, quand j'arrive en studio, je n'apprends jamais par cœur mes textes, parce que je me dis, il y a peut-être toujours, je cherche encore s'il n'y a pas un meilleur mot à trouver, et j'essaie de peaufiner jusqu'au bout. Et vous le faites dans ce nouvel album qu'on va écouter dans quelques instants à travers une autre date, le 13 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec la Grande Sophie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité à la Grande Sophie est 13 janvier 2023, votre 9e album, La vie moderne. La vie moderne, le titre n'a pas été choisi au hasard parce qu'en même temps, c'est un cri du cœur très personnel. Oui, c'est une chanson aussi. Oui. Et j'aimais bien, c'était une façon de me positionner aussi. Cet album, c'est une histoire de position. Qui je suis aujourd'hui, très honnêtement, j'ai l'impression de faire un grand écart entre deux mondes. Et je suis au milieu et j'essaie de rassembler ces deux mondes. Eh bien, La vie moderne, c'est justement le titre, effectivement, d'une chanson qui est sur cet album. Tu vois, la vie moderne nous entraîne. On s'affiche comme des héros. On ne s'approche plus. Non, non, non. Tu sais, la vie moderne nous rappelle qu'on est tous des numéros. Et tu ne réponds plus quand le mien sonne. On n'aime plus les mêmes choses qu'avant. On s'en est lassé au placard. Effectivement, le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être pas celui qui vous correspond avec les téléphones portables et tout ce qui se passe autour et les algorithmes. Alors, je vais vous surprendre, mais j'ai envie de vous dire, oui, il me correspond aussi. D'accord. Parce que j'ai envie de vivre mon époque. Donc, j'ai mon téléphone portable, je l'utilise aussi. Mais parfois, il y a des choses qui... c'est vrai que j'ai besoin d'entendre des voix. J'ai pas forcément envie de communiquer qu'avec mes 2 pouces. En faisant des fautes d'orthographe volontaires. Voilà. Mais j'ai besoin du rapport humain. Et c'est vrai que... avec ces objets, on peut vivre dans des mondes virtuels tout le temps séparés par ces bouts de plastique. Je me souviens avoir aperçu dans un jardin public 2 jeunes gens, un garçon et une fille. Ils étaient sur des rollers, ils se tenaient par la main et chacun à côté de son côté les messages sur son portable. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui a dénoncé ça en 1931, c'est Charlie Chaplin, qui avait peur de la société, qui disait que le nombre de chômeurs allait augmenter, que la mécanisation industrielle c'était très grave, et c'est comme ça qu'il a fait Les Temps modernes, qui est le dernier film où Charlot apparaît. Mais alors attention, il y a dans la vie moderne, la modernité pour moi c'est le progrès, mais dans le bon sens du terme. Alors dans toutes les époques, je crois qu'il y a eu une modernité qui a été plus ou moins acceptée, mais voilà, c'est pointer des choses, c'est un regard en fait, c'est un regard, mais c'est aussi il va falloir vivre avec tout ça. Ce sont des outils aussi. Et encore une fois, quand je dis mon rapport avec mon portable, c'est je t'aime et je te hais aussi. Il y a tout ça. Et il y a un mot que vous employez d'ailleurs qui est le titre d'une chanson, c'est vulgaire. Oui, vulgaire, parce que vulgaire, on a tendance parfois à l'employer pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que parfois on s'attarde sur une fille qui a une mini-jupe et on dit que c'est vulgaire alors que c'est pas du tout vulgaire, ou quelqu'un qui va dire un mot un peu grossier, un petit nom d'oiseau. Moi la vulgarité, je trouve qu'elle est plus dans le mépris. Le mépris, la façon dont on considère les gens, c'est plus ça pour moi la vulgarité.
Voilà. Alors, dans cette Et les algorithmes. Et aussi. Vous y comprenez quelque chose aux algorithmes? C'est pas votre truc. Disons que il faut pas que ça soit. En fait, le monde tourne autour de ces algorithmes et ça peut pas tourner que là-dessus. Ah non. Là, on a la tête à l'envers. Ouais. Alors, cet album, on va expliquer comment il est né. Et il est né avec une première chanson ensemble. Et toi, chante avec moi, vivement l'après, auprès de toi. Dis-moi comment tu vas. Nous ne savons pas où nous allons. Un livre, un film de science-fiction. Nous traversons ensemble un épisode qui nous ressemble. Eh ben voilà, parce que cette chanson est née le lendemain de l'annonce du confinement, je crois. Non, je l'ai écrite le jour même. Le jour même. Le 16 mars. Je me souviens parfaitement de cette date. C'était le 16 mars 2020. Quand on nous a annoncé tout ça et qu'on rentrait en confinement, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et j'ai eu envie de donner un élan. J'ai envie de dire on va s'en sortir ensemble et donner du réconfort aussi. Donc j'ai fait un premier jet, je l'ai balancé sur mes réseaux et puis elle n'était pas finie la chanson. Dès que j'ai pu reprendre, parce que entre les confinements, je reprenais la scène parce qu'on avait été coupé en plein élan avec toute mon équipe et je chantais cette chanson qui n'était toujours pas finie. Et puis je l'ai terminée et elle est sur cet album. Elle ouvre l'album. Oui, c'est le point de départ de ce nouvel album. C'est le 9e. Alors cet album, ça a été aussi 2 années de travail. Ça a été très progressif. Ça a été un album qui s'est fait de façon très familiale avec Yann Gazi qui a été mon coéquipier. On a beaucoup échangé, mais très peu de gens sont intervenus dans cet album. J'ai fait mes maquettes dans mon perchoir, on est allé dans le studio de Yann, on a fait le studio des copains et j'ai travaillé avec les gens que je connaissais autour de moi, mes musiciens. Avec à chaque fois une évolution que vous chérissez, puisqu'à chaque fois, il faut aller plus loin dans un sujet, dans une façon de chanter ou dans une façon d'arranger les chansons. Oui, de trouver les bons sons. Et là, Yann a été très précieux parce que moi, je sortais les sons de mon ordinateur. Il me disait, t'es sûr? Il pointait les choses. Il me disait, tu es sûr de ce son? Attends, je vais le retravailler. Ou vas-y, propose-moi un autre. Et voilà, on a travaillé beaucoup en ping-pong comme ça. Et il y a une chanson sur cet album qui est liée à vos souvenirs d'enfance à Marseille. Et elle nous enlace la mer. Avec grâce, elle se retire et on garde le sel collé sur nos peaux. On est bien ici. On se dit tout haut qu'on reviendra. Alors justement, on y revient, c'est Marseille, c'est un souvenir d'enfance. Tous mes souvenirs d'enfance tournent autour de la mer, que ce soit mon père qui venait de Royan, voilà, on allait aussi sur l'Atlantique. C'était le rêve de mes parents de vivre au bord, et on a vécu à Port-de-Bouc, donc et chaque été, on quittait la mer, on disait au revoir, on va revenir l'année prochaine. Mais cette chanson, je la voulais comme une Madeleine de Proust. Vous savez que quand les gens l'entendent, ils aient l'odeur de l'iode. Voilà. D'ailleurs, il y a un clip où on vous voit au bord de la plage avec cette chanson. Il y a des images. Oui, une capeline orange. La mer, on connaît celle de Charles Trenet, bien sûr. Oui. Et il racontait toujours qu'un jour, un grand orchestre dit maintenant, je vais vous jouer la mer. Donc le public fait ah, en espérant celle de Charles Trenet, celle de Debussy. Oh, ça l'amusait beaucoup de raconter ça. Et c'est vrai que vos souvenirs d'enfance sont toujours très présents. Ils ressurgissent un peu n'importe quand. Oui. Peut-être que oui. Bon, je sais pas si c'est. Je suis attachée à mon enfance. Oui, j'ai eu une belle enfance. Alors, il y a une autre chanson aussi qui est liée à votre enfance, mais de manière différente, c'est le roman. Le temps que ta bouche sourit et éclaire, ton regard farouche, j'ai de quoi écrire un roman. J'ai de quoi écrire un roman. Le temps que la mer remonte et descende, le temps que je perds, j'ai de quoi écrire un roman. Alors, le roman, d'abord, c'est une chanson que vous avez imaginé en disant, tiens, je la ferais bien sur scène, je crois.
Oui, oui, oui. J'avais envie de retrouver un rythme comme celui-ci, un peu plus rock'n'roll. Et cette chanson aussi, ce rythme va bien avec mon impatience. Dans la vie, je suis très impatiente. Oui. Ça fait toujours partie de mon tempérament. J'arrive souvent en avance d'ailleurs, et j'attends beaucoup mes rendez-vous. Donc là, je me suis dit tiens, pendant que j'attends tous ces gens, je vais m'imaginer comment combler cette attente. J'ai le temps d'écrire un roman. Donc voilà, je me suis amusée à déployer un petit peu les termes littéraires. Voilà. Et il y a quand même un souvenir d'enfance, parce que je crois que votre grand-mère lisait les livres de la collection Harlequin. Alors j'en ai vu poser beaucoup sur pas ma grand-mère, c'était ma belle-mère Oui. qui lisait beaucoup ces livres-là, et moi j'aimais bien en prendre un et le mettre dans ma bibliothèque au milieu d'autres livres, parce que je crois que à partir du moment où on lit, toutes les littératures sont en fait, Harlequin, ce n'est pas vraiment considéré comme la littérature, mais moi j'aime bien le mettre avec la littérature. Voilà, mais vous lisez Lui quand trouver même, sa place. vous lisez quand même le livre avant de le placer dans votre bibliothèque? Non, voilà. c'est pour lui donner une place. Exactement. C'est un jour, Guy Descartes, célèbre romancier, a une signature, il voit un type arriver avec un mètre, et il mesure les tranches des livres. Et il dit, je prends celui-là, et il dit, c'est parce que c'est exactement la place qui me manque pour finir ma bibliothèque. Alors, il se trouve aussi que Harlequin, c'est né au Canada, je ne sais pas si vous le savez, c'est né à Winnipeg, et c'est un éditeur avec sa femme qui a fait des livres d'aventures de poche et qui a eu l'idée de faire les premiers romans Harlequin, les premiers romans d'amour. Ça s'appelait L'hôpital à Bouambo. C'est parti en Amérique du Nord et c'est devenu un succès mondial. Alors que personne n'imaginait que ça pouvait marcher. À l'époque, ça intéressait personne. Voilà. Alors, cet album, il y a aussi une chose, c'est que vous retrouvez votre enfance aussi, car vous avez dessiné la pochette. Oui, pas dessiné. En fait, j'ai pris c'est un selfie. Oui. Voilà, j'ai utilisé le fameux outil du 21e siècle. J'en ai fait un selfie que j'ai trafiqué. En revanche, je voulais basculer dans une autre époque, en 1842, l'époque où le tirage du cyanotype est apparu. Le cyanotype, c'est une technique, c'est un produit ferrique, une solution ferrique qu'on dépose sur une feuille et on pose son négatif qu'on met au soleil. On développe avec les UV du soleil et ça donne un monochrome bleu. Et j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu le rendu et quand j'ai su qu'on tirait à l'eau. Je me suis dit, bah voilà, je vais réunir encore une fois deux époques, celle de 1842 et celle de 2022-23. Et ça a donné ma pochette d'album. Voilà, et ça a réuni aussi votre passion de la photo qui est intacte. Oui, ça, voilà. Vous continuez à en faire le plus souvent possible. Oui, j'ai fait 2 expos déjà, une à Draguignan et une à côté d'Avignon. Et c'était une expérience que j'ai envie de revivre d'ailleurs. Alors, il y a une autre chanson de cet album aussi, qui est ce que vous appelez la chanson de la lucidité. C'est L'escalier. On passe tous par là, la vie c'est comme ça, des hauts puis des bas, ça ne fait pas débat. On prend l'ascenseur, tout à 100 à l'heure, pour descendre c'est l'escalier. Oui, vous dites que c'est la chanson de la lucidité parce qu'un jour ou l'autre, tout peut s'arrêter. C'est votre crainte permanente. Je crois que j'étais très lucide dès que j'ai choisi de faire ce métier, dès que j'ai pu en vivre. J'ai tout de suite compris que c'était un petit peu les montagnes russes. Il y avait des hauts, des bas. Et c'est une façon d'en parler, mais en étant quand même positive et en donnant de l'espoir. Tu relèveras la tête. Il y a des petites phrases comme ça qui donnent beaucoup d'espoir. Mais je ne pensais pas quand même avec le temps. J'ai l'impression que dans la musique, peut-être plus qu'ailleurs, ou peut-être aussi le cinéma, mais vous savez, quand vous passez la cinquantaine, les gens ont tendance à vouloir vous montrer la porte de sortie. Oui, c'est très à la mode en ce moment. Oui, ouais. mais justement, quand je parle de position par rapport à cet album, c'est aussi dire je suis là et j'ai plus de 50 ans. Oui, et vous êtes toujours là puisqu'il y a une tournée qui se prépare. Alors j'ai quelques dates, pour celles et ceux qui nous écoutent, le 23 mars à Montpellier, le 24 mars à Bandol, le 25 mars à Aix, le 29 mars à Toulouse et le 12 avril à Paris à la Cigale. Et il y en a plein d'autres, des dates, il faut aller voir sur mes réseaux. Oui. Je réactualise très régulièrement parce que la tournée, oui, il y a pas mal de dates, oui, beaucoup. Et ça, vous êtes toujours heureuse en scène ?
Ah oui, ce sont des moments très attendus. Mais déjà, avec tout ce qui s'est passé, toute cette crise, on est content de revoir les gens. Alors, les gens reviennent progressivement quand même. Donc j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Et puis, vous avez aussi une autre activité, c'est aussi la vie moderne, ce sont les podcasts. Ah oui, alors je ne les ai pas encore dévoilés d'ailleurs, mais ce sont des mini podcasts de 1 minute et quelques qui parlent des termes de mon métier. Par exemple, je parle de la voix de tête, je parle de la résidence. Tout ça, ce sont des mots qu'entendent les gens, mais ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, je les explique avec humour dans ce mini-podcast. Voilà. Ce podcast, puis c'est une chose, on les aura bientôt sur Internet. J'espère que il faut que je trouve comment les agencer. Vous allez trouver, ça, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Il y a donc cette tournée et cet album La vie moderne qui vous correspond. Et puis quand vous dites que vous vous inquiétez, je crois que vous inquiétez à tort parce que je crois que le public vous aime et vous aime de plus en plus. Mais je l'aime aussi, le public. C'est important qu'il y ait une réciprocité. Exactement. Merci, chère grande Sophie, et puis à bientôt en tournée avec d'autres albums. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.